Muy buenos días a todos. Como presidente de Diálogo quería dar la bienvenida a todos los asistentes, agradecerles su presencia y también, y sobre todo, agradecer la presencia hoy aquí con nosotros del embajador Jérôme Bonafont. No puedo agradecer la presencia del ministro porque, desgraciadamente, está al otro lado de la calle. Ya ha tenido que estar en el Parlamento, pero sí contamos con la presencia del secretario general técnico del Ministerio, don José María Jover. La verdad es que a mí, y coincidíamos ahora hablando antes de empezar la sesión, el momento me parece que no puede ser más oportuno para la celebración de este seminario, por el contenido, desde luego por los participantes, pero el momento yo creo que sinceramente es el ideal. Hace escasas semanas la Comisión Juncker planteaba pues un nuevo plan, la Unión Energética. No es nada nuevo que la Comisión plantee cuestiones y proyectos nuevos, pero este sí que me parece que es realmente un salto cualitativo, ¿no? Un par de ideas, ¿no? El desarrollo del shale gas, pues de alguna forma ha venido a mostrar pues los problemas que Europa está teniendo en lo que son costes energéticos, en las preocupaciones medioambientales en Europa nos están llevando pues a un cambio en el paradigma del modelo energético y también, ¿por qué no decir, pues desde algún aspecto geopolítico, pues la dependencia actual con Rusia tampoco es una preocupación menor para los europeos, ¿no? Por lo menos para los occidentales. Hasta ahora y hasta hoy, Europa ha sido básicamente, y España creo que es un buen ejemplo de ello, un buen o un mal, según se mira, pero ha sido un conjunto, un archipiélago de islas energéticas. Eso es lo que hemos tenido y tenemos en gran medida todavía, cada una con sus propias políticas, cada una con sus propias peculiaridades, Francia con la energía nuclear, Alemania queriendo abandonarla. En fin, esto es lo que de alguna forma el plan de unión energética va a venir o pensamos que va a venir a modificar, ¿no? La cooperación entre los Estados miembros va a ser esencial y luego las interconexiones, que es también de alguna forma la preocupación de este seminario, pues las interconexiones, algunos dijeron en tiempos, y veo en esta sala a alguien que lo dijo hace tiempo, que la gran ventaja que tenía Endesa en su día es que afortunadamente Andalucía, gran mercado de Endesa, estaba muy lejos de Francia. Bueno, eso probablemente, estoy hablando de hace, ¿qué?, 30 años, 40 quizás, eso probablemente ha ido cambiando y debería cambiar más, ¿no? Y ya centrándonos un poquito en España y Francia, pues muchos pasos se han dado, mucha de la tarea se ha hecho, pero ahora hace falta pues dar un impulso que parece que es el político que está queriendo dar la Comisión, pero no solo es el político, tenemos también que dar un impulso y un apoyo financiero esencial. Si no me equivoco, las cifras en cuanto a infraestructura de inversión en la Unión Europea, las últimas barajadas son 1 billón de euros. Y digo, para evitar equívocos, billón de los nuestros, de los españoles, millón de millones. Esto es lo que queremos hablar, debatir y lo que estoy seguro durante el día de hoy en las distintas mesas iremos tratando y sin más, pues los que tienen que hablar son los que saben de estas cosas y no yo.
Embajador Bonafont, cedo la palabra. Muchas gracias, presidente. Secrétaire général, Madame la représentante spéciale de la Direction générale de l'énergie, Président, queridos amigos, yo ve con placer el compromiso de diálogo en este tema de la energía, porque es uno de los temas más importantes de nuestra relación bilateral y la ambición de diálogo es de ser un puente entre Francia y España y un aliado en los esfuerzos para aproximar, para reforzar la amistad entre nuestros dos países. Afortunadamente, estamos muy lejos de los tiempos en los cuales fue necesario construir una asociación de esta amplitud para supervivir malentendimientos entre los dos gobiernos. El tiempo hoy es un tiempo de amistad profunda, un tiempo de alianza, un tiempo en el cual la proximidad estratégica entre París y Madrid es extraordinaria. Y la prueba de esto es que dentro de menos de un mes, el primer ministro de Francia ha venido en España y el presidente del gobierno español en Francia. El presidente francés ha venido en Madrid y los reyes van a dar una visita de Estado a París dentro de pocos días. Entonces quiero agradecer el trabajo de diálogo para ayudar en este diálogo entre nuestras sociedades civiles, nuestras empresas, nuestros sectores universitarios y todo. Y agradecer el apoyo de los que permiten esta manifestación, agradecer la presencia del Ministerio de Industria con su secretario general y de la Comisión que tiene un papel fundamental en todo lo que vamos a tratar hoy. Y la presencia también del público. Yo puedo ver muchas empresas francesas o españolas del sector energético. Puedo ver también muchos estudiantes y me parece importante que ellos pueden compartir con nosotros el tipo de reflexiones que tenemos hoy, porque la característica del sector de la energía es que decisiones se toman hoy por una generación o dos generaciones. Je vais maintenant passer au français, qui sera pour moi une langue plus facile pour exprimer les priorités du gouvernement français concernant l'administration de l'énergie. Il est clair que nous nous situons dans une perspective européenne avec une expérience nationale forte. L'expérience nationale forte, elle est née de deux décisions majeures. La première a été prise sous la 4e République et au début de la 5e République. Ça a été la décision de faire confiance à l'énergie nucléaire et de voir dans l'énergie nucléaire un facteur de progrès et un facteur de génération sûre de l'énergie. Pour une France qui avait un peu de gaz à lac, qui avait un peu de charbon déclinant et coûteux, qui s'est bien développé dans l'hydroélectricité, mais qui autrement était dépendante de l'étranger. Et la deuxième décision, elle a été prise en 1974, au moment du premier choc pétrolier, lorsque la France a pris deux décisions extrêmement importantes. La première, c'est de considérer que le chantier de l'efficacité énergétique était fondamental pour réduire notre dépendance en pétrole. Et la deuxième, de développer notre parc de génération électrique nucléaire pour faire face aux défis de l'augmentation extrêmement forte des prix du pétrole. Et ces deux décisions, qui n'avaient pas grand-chose à voir avec les considérations environnementales, il faut bien l'avouer, se sont révélées des décisions absolument capitales pour permettre à la France d'aborder dans les meilleures conditions
le défi nouveau qu'est aujourd'hui, le défi qui n'est plus si nouveau que ça d'ailleurs, le défi d'aujourd'hui qui est la lutte contre le changement climatique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'économie française, le système productif français, s'est trouvé à l'aise avec l'idée d'efficacité énergétique et bien installé dans l'idée qu'il fallait réduire les émissions de gaz à effet de serre, ce qui nous a permis de jouer un rôle tout à fait important dans les discussions européennes. Aujourd'hui, à l'initiative de notre ministre de l'Environnement, Madame Ségolène Royal, le gouvernement est en train d'achever la présentation au Parlement de la loi de transition énergétique. Ce dont il s'agit, c'est de donner au secteur énergétique français les moyens d'aborder les défis d'une croissance économique décarbonée dans les prochaines générations. Cela signifie que nous devons à la fois réduire l'intensité énergétique de notre produit intérieur brut, de notre capacité de production industrielle, de notre secteur des transports, de notre secteur de la construction et de l'habitation, et en même temps, nous devons développer d'autres énergies non génératrices de gaz à effet de serre, c'est-à-dire les énergies renouvelables. Dans l'un comme l'autre cas, nous sommes face à des défis d'ordre budgétaire, des défis d'ordre technologique, des défis d'ordre législatif, car il faut résoudre cette équation dans un contexte financier extrêmement dur. La Commission n'a pas l'intention de nous faire énormément de cadeaux sur le plan budgétaire et nous devons respecter nos engagements de réduction du déficit. Or, l'exemple espagnol est là pour le montrer. S'il y a indiscutablement un immense progrès écologique dans le développement des énergies renouvelables, il y a encore un problème financier qui n'est pas résolu, qui est le problème de la rentabilité comparée des énergies renouvelables par rapport à d'autres sources d'énergie. Et c'est là qu'intervient d'ailleurs un des points extrêmement importants dans notre réflexion, qui est le point de la construction d'un marché européen de l'énergie. Car il nous semble effectivement que raisonner à titre national est tout à fait important, mais que nous ne trouverons la solution énergétique qu'en créant un grand marché européen unique de l'énergie. Cela, la Commission le dit depuis longtemps, le Conseil européen le dit depuis longtemps. Je me souviens que, porte-parole de la présidence de la République, lors d'un Conseil européen de 2005, j'expliquais aux journalistes que nous avions pris des décisions fondamentales pour construire l'Europe de l'énergie. Je crois que c'était une anticipation. Et en réalité, c'est une question absolument capitale. Il ne s'agit pas pour nous de dire que l'Europe doit dicter à chaque pays son mix énergétique. Ceci n'aurait aucun sens. N'aurait aucun sens parce que chacun de nos pays a une culture particulière qui fait que certaines solutions acceptables pour les uns ne sont pas acceptables pour les autres. Par exemple, il y a en France un degré d'acceptation de l'énergie nucléaire et une confiance dans cette énergie qui n'est pas partagée par les populations d'autres pays. Et il serait vain de prétendre convertir les autres à notre solution. Autre exemple, il y a en Pologne ou en Allemagne un choix du charbon qui nous paraît un choix très discutable, mais qui est un choix parfaitement démocratique, et il serait vain de prétendre convertir les Polonais à l'abandon du charbon, au moins à court terme. Par conséquent, il faut accepter les spécificités nationales, il faut accepter le fait que les mix énergétiques résultent de décisions souveraines, nationales et démocratiques, et qu'il faut construire le marché de l'énergie à partir de cela. Alors, naturellement, à côté de ces décisions souveraines, il y a les décisions que nous prenons ensemble sur le volume général d'émissions de gaz à effet de serre que nous allons produire. Et là, des contraintes nationales s'imposent évidemment, je vais y revenir. Mais comment construire une politique européenne de l'énergie si nous décidons a priori que chaque pays va être maître de son choix de mix énergétique? Eh bien là, les interconnexions, un certain nombre d'instruments réglementaires existent, et je pense que je laisserai plutôt à la représentante de la Commission le soin de parler de ce sujet qui dépasse le sujet national, et je me concentrerai sur le sujet des interconnexions.
qui est un sujet qui nous a beaucoup occupé ces dernières années et sur lequel nous sommes en train de faire des progrès à pas de géant. Tout d'abord, nous sommes en train de recueillir les fruits des investissements passés entre la France et l'Espagne. Monsieur le Président de Dialogo parlait de l'île énergétique ibérique, et cela a été longtemps vrai, mais ce sont des décisions prises il y a maintenant une quinzaine d'années qui ont permis, d'une part, de tripler les gazoducs qui unissent la France et l'Espagne au Pays basque et en Navarre, et qui vont permettre, d'ici la fin de l'année 2015, de partager entre la France et l'Espagne 25% de la consommation espagnole de gaz. Et ce sont également des décisions prises il y a une quinzaine d'années qui ont permis d'inaugurer, vous y faisiez référence il y a quelques jours, près de Perpignan et près de Figueras, la nouvelle ligne souterraine électrique haute tension qui porte nos interconnexions électriques de 1400 MW à 2800 MW. 2800 MW, ce n'est pas rien. Pour vous donner quelques exemples, avec le Royaume-Uni, notre capacité d'interconnexion à l'import et à l'export est de 2000 MW. Avec la Belgique, elle est de 3200 à l'export et 2400 à l'import. Avec l'Allemagne, 1800 à l'export et 3000 à l'importation. Avec l'Autriche, 3200 et 1100. Et avec l'Italie, respectivement, 2700 et 1200. En d'autres termes, rien qu'avec cette interconnexion-là, nous allons arriver, lorsque les tests seront achevés, au même niveau quantitatif d'interconnexion qu'avec nos grands voisins. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour l'Espagne, qui a un objectif de 10% d'interconnexion avec la France, puisque c'est la France son principal voisin, pour respecter l'engagement européen. Et c'est pour cela que, lors du sommet de Madrid, il y a quelques jours, dont le secrétaire général parlera certainement, le président de la République française, le président du gouvernement espagnol, le Premier ministre portugais, le président de la Commission et le président de la BEI, excusez du peu, se sont réunis pour parler exclusivement de la question des interconnexions énergétiques. Et ils ont pris un certain nombre de décisions qui vont coûter fort cher d'ailleurs, mais qui sont finançables, qui concernent ces interconnexions énergétiques, dans le domaine électrique et dans le domaine gazier. Dans le domaine électrique, il a d'abord été décidé d'accélérer le processus pour permettre la construction d'une ligne haute tension sous-marine entre la côte nord espagnole et Bordeaux pour ajouter encore 1400 MW d'interconnexion électrique entre la France et l'Espagne. Chantier technologique pionnier. Jamais on n'a fait un ouvrage de cette nature. Investissement financier considérable. Réalisation nécessaire pour permettre que nos façades occidentales soient bien interconnectées. Ceci va supposer de part et d'autre de gros investissements, et ceci va supposer l'appui de la Commission qui s'y est déjà engagée. Nous avons également décidé, nos pays ont décidé, avec l'appui de la Commission, et le président Juncker et le commissaire Cañete ont été extrêmement explicites de ce point de vue, comme le président de la BEI, que de nouvelles lignes à haute tension seraient construites dans les Pyrénées, de façon à relier d'un côté l'Aragon, de l'autre la Navarre, pour ajouter encore des capacités d'interconnexion électrique, de façon à arriver à ces 10% d'interconnexion. Dans le même temps, il a été décidé, dans le domaine gazier, de compléter les gazoducs du Pays basque et de Navarre par la mise à l'examen plus rapide du gazoduc MidCat, qui est un gazoduc qui viendrait lier l'est de l'Espagne et le nord de l'Europe à travers l'est de la France. Alors, quel est le problème de cette interconnexion-là? Son problème, c'est que le marché français n'en a pas besoin. Le marché français n'en a pas besoin tout simplement parce que son organisation fait que cette interconnexion-là ne lui est pas nécessaire. Mais en revanche, la France reconnaît absolument l'intérêt stratégique de cette interconnexion pour l'Espagne et pour l'Europe. Et comme ce qui est nécessaire à l'Europe est nécessaire à la France, qui est partie de l'Europe, nous apportons un appui politique total à cette interconnexion-là. Il s'agit maintenant de construire le montage économique et financier avec l'appui de la Commission qui va rendre cet investissement
incitatif pour les entreprises privées qui seront chargées de le construire et économiquement viable sur le long terme. Voilà comment nous voyons cette question des interconnexions. Nous la voyons comme une question stratégique européenne dans laquelle l'apport de la France, de l'Espagne et du Portugal doit être complété par un apport communautaire pour permettre aux entreprises privées qui vont venir investir et gérer puissent s'y retrouver en termes économiques. Pourquoi ? Tout simplement parce que la rentabilité financière immédiate de ces projets n'est pas évidente, que ce sont des projets d'intérêt stratégique, ce sont des projets qui ont une dimension de service public, qui ont une dimension de structuration de l'Europe, et que donc il est normal que la ressource publique européenne vienne accompagner la ressource publique française et espagnole pour appuyer l'investissement privé et construire cette interconnexion. Et grâce à ces interconnexions, nous avancerons dans ce qui est l'un des problèmes de rentabilité financière des renouvelables, qui est l'exigence d'appuyer la production de renouvelables par des systèmes de substitution lorsque le vent ne souffle pas, que le soleil ne chauffe pas, etc., etc. Et ces interconnexions-là, en augmentant la capacité immédiatement disponible, permettent de diminuer l'investissement supplémentaire que requièrent les énergies renouvelables. Alors, quelques mots pour finir, Monsieur le Président, sur la question de la décision française d'accueillir la conférence sur le changement climatique en décembre à Paris. Nous l'avons fait, le Président l'a décidé dès le lendemain de son élection, parce qu'il nous a semblé que l'Europe devait montrer son leadership dans cette affaire, malgré les difficultés, malgré l'expérience de Copenhague, et parce qu'il nous a semblé qu'elle pouvait le faire parce qu'elle était prête à consentir elle-même les efforts nécessaires. Et de ce point de vue, il faut saluer à la fois l'accord ambitieux auquel sont parvenus les États lors d'un dernier Conseil européen pour 2030, la réduction de 40% de ces émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, l'objectif de 27% d'énergie renouvelable, l'objectif de 27% d'efficacité énergétique et l'objectif dont je parlais tout à l'heure d'interconnexion électrique. Et cet engagement politique des États s'accompagne d'une présentation que vient de faire le président Juncker, d'une stratégie européenne pour l'énergie, dans laquelle la lutte contre le changement climatique occupe une place centrale. Donc, nous sommes en ordre de marche. L'Europe est capable de remplir, d'assumer sa responsabilité, et ceci donne à la présidence française de la prochaine COP21 la tranquillité d'esprit nécessaire pour pouvoir jouer ce rôle d'animateur que joue la présidence. La présidence ne se substitue pas aux négociateurs, la présidence ne fait pas prévaloir un agenda personnel, la présidence s'exprime uniquement en tant que présidence dans ces conférences, puisque l'Europe joue un rôle fondamental comme négociateur principal, mais la présidence, évidemment, doit trouver des idées et doit pouvoir s'appuyer sur ses partenaires. Le deuxième élément capital dans la préparation de cette conférence, c'est l'accord qui a eu lieu entre les États-Unis et la Chine en novembre 2014. C'était fondamental parce que ce sont les deux principaux émetteurs de gaz à effet de serre et ce sont ceux sans lesquels il ne peut pas y avoir d'accord au niveau mondial. Et bien entendu, lorsque l'on regarde les choses dans l'absolu, cet accord est modeste, cet accord est insuffisant. Mais lorsque l'on a vu et vécu l'histoire du blocage des négociations climatiques par l'absence d'engagement américain et chinois et l'absence d'accord entre Américains et Chinois, c'est un pas absolument décisif qui a été franchi par cet accord, car c'est le pas dans lequel ces deux pays passent d'une position dans laquelle ils disent « c'est chaque État qui souverainement décidera ce qu'il veut dans son propre cadre » à un propos dans lequel il est dit « c'est dans un cadre international agréé et avec des engagements partagés que nous lutterons contre le changement climatique ». Le dernier point, le dernier progrès qui nous a encouragés, c'est le progrès qui a été accompli lors de la conférence de Lima, la dernière conférence des parties il y a quelques mois à peine, où, entre le Nord et le Sud, des progrès ont été accomplis. Car il est clair qu'il faut sortir le débat sur le changement climatique de cette impasse dans laquelle
les pays du Nord disent aux pays du Sud, on ne peut rien faire si vous n'agissez pas aussi. Et les pays du Sud disent aux pays du Nord, c'est vous qui êtes responsables historiquement. Tant que vous n'aurez pas réglé le problème, nous ne ferons rien. Et le seul moyen pour mettre de l'huile dans les rouages de cette négociation, c'est de trouver un certain nombre d'expressions de la responsabilité partagée, un certain nombre de mécanismes pour fluidifier les relations, un certain nombre de mécanismes pour compenser ceux qui vont faire des efforts qu'ils ne peuvent pas financer, un certain nombre de mécanismes pour aider à s'adapter ceux qui ne pourront pas faire autrement que d'être les victimes du changement climatique. Voilà dans quel état d'esprit nous abordons cette conférence de Paris, avec la conviction que nous avons en l'Espagne un partenaire solide, un partenaire fiable, un partenaire utile. Un partenaire solide parce que l'Espagne est partie prenante aux décisions européennes concernant le changement climatique et applique et respecte ses engagements. Un partenaire utile parce que l'Espagne a, avec les pays d'Amérique latine et avec les pays d'Afrique en particulier, une relation tout à fait spéciale qui va aider à engager ceux qui ont des doutes, convaincre ceux qui ont des hésitations et nous aider à construire cette grande alliance Nord-Sud avec laquelle nous devrons vaincre la lutte, gagner dans cette lutte contre le changement climatique. Pour conclure, je voudrais simplement souhaiter que ces travaux sous l'égide de Dialogo et avec l'appui de belles entreprises, que ce dialogue soit l'occasion non seulement d'échanger des points de vue, mais aussi de créer des alliances, des coopérations, des opportunités d'affaires entre les entreprises de nos deux pays. Car il est clair que le secteur énergétique, le secteur de l'énergie nouvelle, le secteur de l'énergie verte, le secteur de la croissance verte, est pour l'Europe le secteur majeur avec le numérique de création d'emplois, de création de valeur, de création de richesses, de création d'une meilleure compétitivité européenne au XXIe siècle. Et en travaillant ensemble, les entreprises françaises et les entreprises espagnoles peuvent développer des technologies, peuvent construire des alliances, peuvent conquérir des marchés grâce auxquels nous accélérerons notre taux de croissance et nous accélérerons la diminution du chômage dans nos pays. Je vous remercie. Bueno, tiene la palabra don José María Jover, perdón, secretario general técnico del Ministerio de Industria y Energía. Señor embajador, presidente de Diálogo, consejera principal de la Dirección General de Energía, amigos, amigas, buenos días a todos. En primer lugar, deseo transmitirles el pesar del ministro de Industria. El Parlamento está todavía por encima de las agendas de los ministros. Hoy se discute en el Parlamento la Ley de Hidrocarburos y algunas de las enmiendas a la totalidad, y ello hace que él, a pesar de que quería estar aquí en esta inauguración, no pueda estar, y por eso, y es la razón por la que estoy yo tomando la palabra. En segundo lugar, deseo también agradecer a Diálogo, la Asociación de Amistad Hispano-Francesa, su invitación a participar en este acto, para nosotros muy importante, y la organización de este evento. El tema del seminario es extremadamente interesante, constituye para el Ministerio de Industria, Energía y Turismo una de las líneas estratégicas de actuación de esta legislatura. Como todos ustedes saben, el mercado único de energía requiere unas infraestructuras de interconexión. Un mercado es un intercambio y el intercambio en el ámbito de la energía solo lo podemos llevar a cabo en la medida en que existan estas interconexiones entre los mercados y entre los Estados. España es y ha sido un acérrimo defensor y partidario de la consecución de este mercado de la energía, y ello por varios motivos. Me gustaría subrayar tres de ellos. En primer lugar, y recientes acontecimientos lo han puesto de manifiesto, un mercado integrado de la energía supondría para Europa una mayor seguridad en el suministro y una reducción del riesgo del abastecimiento. Lo hemos visto recientemente en el caso de Ucrania, pero el modelo es extrapolable a otros mercados europeos. Hoy hay muchos mercados, muchos países en los cuales tienen en la práctica un único suministrador. Me van a permitir que les ponga un ejemplo.
En el caso de que España y Portugal hubieran contado hipotéticamente con las interconexiones necesarias, hubieran podido, con la capacidad excedente de regasificación, hubieran podido contribuir a esa situación, a esa hipotética situación de desabastecimiento, poniendo hasta el 40-45% del gas que proviene de Ucrania. Obviamente las interconexiones no dan para tanto, no se podían exportar estos 40 BCMs al año, sino que solo se podía llegar a un nivel de importación de 5,2, se podría llegar a un nivel de importación de 5,2 BCMs por año. La garantía en el suministro es, por lo tanto, para nosotros uno de los elementos estratégicos, uno de los elementos fundamentales para el desarrollo de las interconexiones. Otra clave importante, un segundo motivo por el cual España y el Ministerio está a favor y cree fundamental el desarrollo del mercado de la energía, es la reducción de los precios de suministro. Hoy en día, los mercados que están aislados, que tienen un único proveedor o prácticamente un único proveedor, se encuentran en una situación de negociación pues claramente diferente a la que nos podríamos encontrar cuando lo que tuviéramos que negociar fuera un mayor volumen de energía, pero sobre todo de demanda, pero sobre todo también con una pluralidad de suministradores. Me van a permitir también aquí que ponga otro ejemplo. Recientemente, en Lituania, en 2014, se ha inaugurado la primera planta de regasificación. Solamente esta circunstancia produjo que la rebaja en la reducción del precio de Gazprom en un 23%. Simplemente el contar con otra potencial vía de acceso al mercado. Y el tercer motivo que ya se sale del ámbito estricto de la energía y que entra en el del medio ambiente, también tiene que ver con el desarrollo de las energías renovables. Tanto España como Portugal, en las recientes cumbres y consejos, han condicionado el desarrollo, la adquisición de nuevos compromisos en esta materia a la existencia de una capacidad de conexión real. ¿Por qué? Pues porque el desarrollo de las energías renovables, sin contar con la capacidad de conexión suficiente, supone para España y supone para Portugal un aumento de coste muy importante, pero supone también unas pérdidas en determinadas ocasiones. Un coste importante, ¿por qué? Toda la demanda de energía, de producción de energía renovable, tiene que contar con un backup, tiene que contar con una oferta duplicada que, obviamente, el sistema eléctrico tiene que hacer frente a ello. Por otra parte, obviamente, cuando ocurre la situación inversa, cuando la demanda pues no es tan alta, pero tenemos una oferta, tenemos las condiciones meteorológicas que nos permiten, el viento, el sol, producir energía, esa energía se pierde de alguna manera. Obviamente, el contar con las interconexiones que nos permitiría acudir a importaciones puntuales cuando las condiciones meteorológicas no son las óptimas para satisfacer la demanda y también pues que esa capacidad excedentaria en momentos puntuales pues pudiera salir, se pudiera exportar. Los cálculos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo son que si todo el desarrollo de las renovables que se ha producido sin las interconexiones, si hubiéramos contado con las interconexiones necesarias, nos hubiera podido producir un ahorro de unos 2.354 millones de euros al año, lo cual quiere decir un equivalente al 27% del consumo total de energía. Como ven, para nosotros, tanto desde estos tres puntos de vista, la construcción del mercado europeo de la energía es fundamental. Desgraciadamente, las interconexiones que había hasta hace poco pues no existen o teníamos un nivel de interconexiones limitados y construirlas llevan cierto tiempo. Pero la buena noticia, y a esto se ha hecho hincapié, lo ha hecho hincapié el embajador y el presidente, la buena noticia es que en 2015 se ha avanzado en este sentido. Hay muchos hitos que pueden marcar un antes y un después. Si recordamos y nos remontamos a los años 50 del siglo pasado, cuando se construyó Europa, podemos recordar que junto a la Comunidad Económica Europea tenemos el Euratom y tenemos la Comunidad del Carbón y del Acero, lo cual nos dice que el componente energético en esa construcción de Europa era uno de los elementos fundamentales. Europa ha sido consciente de la existencia de islas energéticas y se han señalado objetivos en 2002 que
suponía o se pretendía llegar a un 10% de interconexión de la capacidad nacional en 2010, no se logró, luego se pensó en 2014. Lo cierto es que a finales de 2014 el intercambio la capacidad de interconexión, de intercambio, solo alcanzaba el 1,2% de la capacidad instalada. Como les decía, en 2015, en el breve periodo, en el corto periodo que tenemos de 2015, y se ha hecho ya referencia a ello, se han producido cambios muy importantes en este sentido. En primer lugar, la inauguración de la línea el 20 de febrero en los Pirineos Orientales, la inauguración de una línea, de una interconexión que ha permitido incrementar, duplicar la capacidad de interconexión. Esto es, desde luego, un paso para nosotros muy importante. La cumbre, en segundo lugar, a la que también se ha hecho referencia, la cumbre que se celebró el 4 de marzo pasado, que reunió a los presidentes de Francia, de Portugal, a la Comisión Europea, a los ministros responsables de energía y al comisario, ha supuesto también un compromiso de que se lleven a cabo proyectos que van a permitir que en 2020 tengamos esa interconexión del 10% que para nosotros hará más real ese mercado único de energía. En fin, el Consejo de Energía que se celebró el 5 de marzo pasado, con la presentación por parte de la Comisión de las comunicaciones sobre la Unión Energética, sobre las interconexiones y sobre la seguridad en el suministro, constituyen también, como antes les decía, deben constituir para nosotros un antes y un después en la construcción de este mercado único de energía. España va a seguir trabajando estrechamente con la Comisión, con nuestros vecinos franceses, portugueses, en aras a la consecución de la Unión Energética Europea, y esperamos seguir realizando contribuciones en este ámbito. No quisiera por ello terminar sin decir que el seminario que hoy empieza es un ejemplo excelente, que hoy se celebra, es un ejemplo excelente de este espíritu de colaboración, de diálogo entre nuestros países, y estoy convencido que las conclusiones a las que se lleguen en las diferentes mesas, en las diferentes reuniones, informarán los próximos pasos que se den en este proceso. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su intervención, secretario general. Y yo le pido a Silvia Carrasco. Silvia Carrasco es la directora general de Diálogo y sobre todo en lo que afecta a esta reunión es el alma mater y la organizadora de este seminario. Sin ella y sin su capacidad, su organización, no habría sido posible. Y casi le pido a ella que continúe un poquito llevando la mañana y el acto.